C'est un simple foulard qui a fait toute la différence dans une affaire vieille de 31 ans. En 2021, la police est parvenue à résoudre le meurtre de Nadège Desnois, tuée de plusieurs coups de couteau à l'âge de 17 ans en 1994 dans l'Aisne. En relançant l'enquête avec de nouvelles analyses ADN sur les affaires de la victime et notamment sur ce foulard, ils sont remontés jusqu'à un suspect, Pascal Lafolie. Cet homme, qui a un casier judiciaire déjà lourd, a été interpellé en novembre 2021. Et 4 ans après son arrestation, il comparaît devant la cour d'assises de l'Aisne à partir du 22 septembre pour le meurtre de Nadège Desnois, 31 ans donc, après la mort de l'adolescente. Comment un simple foulard a-t-il permis l'interpellation d'un suspect dans cette affaire des années plus tard? Pourquoi la conservation des scellés est-elle un véritable enjeu dans la résolution des cold cases? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un épisode inédit d'Affaires suivantes. Elisa Fernandez, bonjour, vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Bonjour. Bonjour, maître Marina Lally, bonjour, vous êtes avocate au sein du cabinet Seban. Vous intervenez principalement dans des dossiers non résolus. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on reviendra sur l'importance de bien conserver ces scellés pour résoudre les cold cases. Mais d'abord, un rappel des faits, Elisa, pour que tout le monde puisse se remettre les choses en tête. Il faut remonter au 25 mai 1994, lorsqu'un homme contacte la police dans l'Aisne. Oui, et cet homme, il explique qu'il vient de tomber sur le corps inanimé d'une jeune fille, tout près d'un sentier dans la commune de Château-Thierry. C'est un chemin qui est situé non loin du lycée Jules Verne, donc c'est un endroit qui est très fréquenté par les lycéens. Et justement, ce que les policiers vont découvrir en intervenant, c'est que la victime est elle-même une lycéenne âgée de 17 ans. Elle s'appelle Nadège Desnois et elle est portée disparue depuis la veille. Son corps est partiellement caché par la végétation, recroquevillé sur lui-même. Les genoux de l'adolescente sont repliés vers sa poitrine. Et ce que les enquêteurs découvrent assez rapidement, c'est qu'elle a été poignardée à 8 reprises. Alors sur place, les policiers procèdent aux premières constatations et ils vont ainsi récupérer plusieurs éléments pour les faire analyser. Ils vont notamment prélever ses vêtements pour les placer sous scellés, donc c'est-à-dire qu'ils vont les mettre dans des contenants sécurisés, hermétiques. Souvent, ça s'apparente à des sacs en plastique hermétiques pour éviter que ces objets se détériorent ou soient manipulés. Les policiers vont trouver un autre élément intéressant, le cartable de Nadège Desnois. À l'intérieur, il y a évidemment des livres, des cahiers, des affaires assez classiques pour une lycéenne. Mais il y a aussi, et c'est ça qui va intéresser les enquêteurs, une fleur, une rose. Elle est encore fraîche, comme si elle venait d'être cueillie. Les policiers identifient un buisson qui est situé non loin de là. Ils pensent que la fleur vient de cet endroit et ils imaginent que la jeune fille l'a cueillie dans ce lieu. Et à partir de là, ils tentent de reconstituer son trajet. Enfin, dernier élément capital, un foulard bleu à pois blanc que l'adolescente portait dans les cheveux au moment où elle a été tuée. Et on le verra un peu plus tard, mais cet accessoire, il va avoir une importance particulière dans l'enquête des années après. Alors les enquêteurs vont d'abord interroger l'entourage de la jeune fille et plusieurs témoins. Oui, l'objectif, comme dans toute enquête, c'est de comprendre tout d'abord ce qui a pu lui arriver, qui a pu s'en prendre à elle, quelles étaient aussi ses habitudes, qui était cette jeune fille. Son frère nous a récemment indiqué que Nadège était une jeune fille joviale, très solaire, souriante, qui aimait danser, qui aimait aussi beaucoup sa famille. On tente de reconstituer son emploi du temps. Des camarades vont dire qu'ils l'ont aperçue le matin du 24 mai dans un café où elle et ses amis ont leurs habitudes. Et elle a ensuite été vue en train de descendre une avenue et de prendre une route qui l'amène jusqu'au fameux sentier où elle sera retrouvée morte le lendemain. Plusieurs pistes à partir de là sont explorées, celle notamment d'un meurtre qui aurait pu être commis par son petit ami de l'époque. Mais il est rapidement mis hors de cause, tout simplement parce que son emploi du temps ne correspond pas avec l'heure du meurtre. On va aussi s'intéresser à plusieurs suspects qui ont un passé violent, mais toutes ces pistes se referment les unes après les autres. On étudie même l'hypothèse d'un crime commis par le tueur en série Michel Fourniret. Oui, parce que lui et son épouse Monique Olivier sont passés non loin de la commune à un moment donné. Mais finalement, là non plus, la piste n'aboutit pas et l'enquête commence à s'enliser. Les investigations semblent bloquées. Il faudra attendre 2011. À ce moment-là, les enquêteurs décident de ressortir les objets placés sous scellés à l'époque pour faire de nouvelles analyses avec les moyens techniques et scientifiques dont ils disposent. Ils vont identifier plusieurs ADN inconnus sur les affaires de la jeune femme. Et souvenez-vous, au moment de la découverte du corps, ils avaient prélevé un foulard, une sorte de chouchou dans les cheveux de Nadège Desnois. Les analyses scientifiques vont révéler cette fois
un ADN, ils vont le mettre en avant et en 2021, donc 27 ans après le meurtre, cet ADN va parler, il va matcher au fichier national des empreintes génétiques. C'est l'ADN d'un certain Pascal Lafolie, 55 ans. Cet homme vient tout juste de faire l'objet d'une procédure judiciaire pour violence conjugale. Et à l'époque des faits, il vivait en Seine-et-Marne, à seulement quelques dizaines de kilomètres du lieu où le corps de Nadège Desnois a été retrouvé. Alors justement, le casier judiciaire de ce suspect est très lourd. Oui, 1997, 5 ans de prison, dont un avec sursis pour l'agression d'une jeune fille de 14 ans. 2002, 12 ans de prison pour le viol d'une jeune femme de 21 ans qui marchait au bord d'une route en pleine nuit. Et plus récemment, cette procédure donc pour violence conjugale. Donc effectivement, il a déjà un casier judiciaire assez lourd. Et en novembre 2021, il est donc interpellé dans le cadre de l'affaire Nadège Desnois en Ille-et-Vilaine sur son lieu de travail. Il va être placé en garde à vue. D'abord, il va reconnaître les faits. Il va expliquer qu'il a eu une pulsion en apercevant Nadège Desnois. Pour autant, il ne va pas forcément donner plus de détails sur son mobile ou sur les circonstances de son passage à l'acte. Alors aujourd'hui, pourtant, il ne reconnaît plus les faits. Il nie son implication dans cette affaire. Ça va même plus loin, il accuse un autre individu, son frère, mort en juillet 2021. Et selon sa version, il accompagnait donc son frère à un rendez-vous le jour des faits lorsque ce dernier a repéré Nadège Desnois et a attrapé, dit-il, l'adolescente par le poignet et l'a menacée avec un couteau. Pascal Lafolie continue en racontant qu'il a essayé à ce moment-là de s'interposer, mais qu'il a pris un violent coup sur la tête et qu'il a à ce moment-là perdu connaissance et il se serait rappelé des faits finalement assez récemment. Les enquêteurs vont vérifier cette version. Ils vont faire exhumer le corps du frère de Pascal Lafolie, prélever son ADN, le comparer avec les ADN recueillis grâce au scellé. Et les résultats sont catégoriques. Aucune correspondance avec les profils génétiques repérés pendant l'enquête. Aujourd'hui, Pascal Lafolie est donc bien renvoyé devant une cour d'assises, la cour d'assises de l'Aisne, pour être jugé pour le meurtre de Nadège Desnois. Et les enquêteurs du pôle Cold Case de Nanterre étudient actuellement son profil, son parcours, pour vérifier s'il n'est pas impliqué dans d'autres affaires non résolues. Merci beaucoup Elisa pour ce récit. Maître Marine Alali, je rappelle que vous êtes avocate donc, au sein du cabinet Seban. Vous êtes spécialisée dans ces dossiers non élucidés aux côtés des familles de victimes. Merci d'être avec nous. D'abord, pour commencer, quels sont les objets qui peuvent être placés sous scellé au cours d'une enquête? On peut tout prendre, tout placer? Oui, c'est extrêmement large. Sur une scène de crime comparable à celle-là, on va évidemment relever tous les vêtements de la victime, peut-être des objets autour qui peuvent interpeller, voire une pierre avec du sang. Enfin, on peut penser à vraiment... Aujourd'hui, quand l'éthique arrive, donc c'est les techniciens d'identification criminelle, ils vont vraiment ratisser large. C'est-à-dire, on prend tout, puis on discriminera après en fonction des éléments de l'enquête, voir ce qui est important ou pas. Ce qui était déjà beaucoup moins le cas à l'époque. Donc, on a dû, en 1994, moins prendre d'objets que ceux qu'on aurait pris aujourd'hui. Et donc, on place tous ces objets-là sous scellé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait? Dans quel endroit est-ce qu'on les stocke? Comment précisément est-ce qu'on les conserve? Alors justement, ça c'est extrêmement aléatoire en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas de process défini à l'échelle nationale du traitement des scellés. Il n'y a pas un hangar des scellés, gros fantasme des enquêteurs, où on peut répertorier par... Déjà, quand l'enquête va commencer, ça peut être qu'une enquête de police ou de gendarmerie. Donc les premières scellés peuvent être entreposées au commissariat du coin ou à la gendarmerie du coin. Ensuite, dans un second temps, quand une instruction est ouverte, normalement, ils sont entreposés au tribunal judiciaire qui traite le dossier. Et souvent, il peut même y avoir des pertes dès ce stade-là entre le commissariat et le tribunal judiciaire. Puis, selon les tribunaux judiciaires, ils ont chacun des méthodes différentes de conservation des scellés, des salles différentes, avec tous les problèmes que cela peut entraîner. Quel type de problème précisément? Les problèmes, par exemple, on a un très beau tribunal judiciaire à Paris qui est tout beau, tout neuf. Et quelques jours seulement après l'installation des scellés dans une salle au sous-sol, ça a pris l'eau et de nombreuses scellés ont été détruites par une inondation. Donc ça, c'est quand même très récurrent. Il y a eu des feux dans certains tribunaux, des choses comme ça. Donc on a perdu énormément de scellés avec le temps, quand on ne les perd pas par négligence parce qu'elles sont mal conservées, mal notées, mélangées entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune discrimination des scellés. Elles sont toutes mélangées entre elles. On peut avoir aussi bien le briquet qu'on a retrouvé dans la poche d'un voleur à la sauvette qu'un couteau qui a servi à tuer quelqu'un côte à côte, sans que le greffier qui s'en occupe peut vraiment savoir avec le temps à quoi appartient le scellé. Est-ce qu'il y a une durée de conservation? Est-ce que c'est encadré par la loi? Alors oui, les durées de conservation sont encadrées, c'est-à-dire que tant que l'enquête est en cours déjà,
il y a une interdiction de détruire les scellés, sauf avec un processus où il faut demander l'avis des parties, etc. Et ensuite, à la fermeture de la procédure, cela va dépendre de la qualification, que ce soit criminelle ou délictuelle, ça va être plus ou moins long. C'était très court jusqu'à assez récemment et ça s'est allongé puisque maintenant, on n'a plus le droit de détruire une scellée criminelle 20 ans après l'expiration du délai de prescription. Donc en fait, comme déjà, quand un dossier ferme, c'est là que le délai de prescription commence à courir, on rajoute derrière 20 ans, on peut tomber sur des durées de conservation extrêmement longues. Dans l'affaire qu'on vient d'évoquer, le meurtre de Nadège Desnois, ces scellés, justement, là, ils ont été bien conservés. Mais à contrario, est-ce que elles sont nombreuses, les affaires où les scellés ont été perdus ou abîmés? Alors, dans les vieux dossiers, et encore celui de Nadège Desnois n'est pas si vieux que ça, puisque c'est 1994, il y a énormément de pertes de scellés et de destruction, y compris illégales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la destruction de scellés, c'est la première cause de mise en cause de la responsabilité de l'État. Donc, en fait, on peut assigner l'État sur ce fondement-là, et c'est la première cause de condamnation de l'État. Donc, c'est vraiment un problème récurrent ça se passe sur tout le territoire national. On peut bien sûr citer des affaires extrêmement connues. Par exemple, nous, on défend la famille de Daniel Bernard. Daniel Bernard, c'est une femme qui a été tuée et qui a été retrouvée avec un tisonnier dans la tête et un coup de poignard dans le cœur. Il y avait le couteau dans le cœur et le tisonnier dans la tête. Et malgré ça, on a détruit ces deux scellés. Ça paraît quand même hallucinant de détruire deux armes du crime d'une femme qui se fait tuer avec une sauvagerie extrême chez elle, sans aucune explication. Et ce qui nous empêche aujourd'hui, bien sûr, de les analyser. Oui, c'est ça finalement le problème, c'est que quand on va vouloir relancer l'enquête des années plus tard, on n'aura plus ces objets-là à disposition. C'est ça, c'est-à-dire que, bien sûr, depuis ces faits, vu qu'ils sont anciens, il y a des progrès de la science phénoménaux, notamment en ADN, puisque l'ADN, c'est fin des années 90, début 2000 en France. Et donc, on ressort les scellés pour les réanalyser, ce qui est forcément impossible quand on les a plus. Et pourquoi et à quel moment la justice peut décider de détruire les scellés? C'est parce qu'on manque de place, parce que... Oui, l'argument principal, c'est une gestion mercantile des choses, c'est-à-dire on a beaucoup de scellés parce qu'on saisit tout et n'importe quoi et de manière tout mélangée, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, si on arrête quelqu'un qui vole un téléphone dans le métro, on va prendre ce qu'il avait dans les poches, on peut prendre son sac à dos. Et en fait, du coup, on a énormément de scellés, on ne sait plus quoi en faire. Ça coûte très cher à l'État de conserver les scellés. Donc, il faut une gestion plus générale avec des destructions, mais intelligentes en fonction de la pertinence de ce qu'on saisit. Est-ce que vous pensez que finalement la justice elle a pris conscience de l'enjeu de la conservation des scellés? Et est-ce qu'il y a eu des progrès en la matière, mais est-ce que vous pensez que il y a quand même une prise de conscience et qu'on essaye d'optimiser les scellés? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je pense que la prise de conscience, c'est lente et très progressive. Et ça dépend des endroits, encore une fois. Je pense que ça, exactement. Ça va être mieux fait dans certains endroits que d'autres. Ça va être mieux fait par certains commissariats ou gendarmeries que d'autres. Mais ça tient à quoi? Ça tient au caractère de l'enquêteur Ça peut tenir aux personnes, évidemment, individuelles, à la façon dont elles vont saisir les scellés et où elles vont s'en occuper. Ça peut tenir à la greffière qui s'occupe de la salle des scellés. Il y a eu, par exemple, plein d'histoires de greffiers qui volaient la cocaïne dans les scellés ou de choses comme ça. Donc, ça peut vraiment tenir à des personnes et évidemment à une politique pénale globale sur les ressorts. Donc, c'est plutôt le parquet qui va s'occuper de la gestion des scellés. Et par parquet, ça peut être très différent d'un endroit à l'autre. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible finalement qu'il y ait ces destructions-là injustifiées ou des pertes? Oui, c'est toujours possible qu'il y ait des pertes et des destructions de scellés de manière totalement justifiée, notamment en matière criminelle. Ça, j'en suis convaincue. Alors, on l'a dit, le profil de Pascal Lafolie fait partie de ceux qui sont étudiés au pôle de Nanterre parce qu'on estime qu'il pourrait, lui ou d'autres, être des criminels en série. On cherche la sérialité dans ces cas-là. Et à ce moment-là, est-ce que les scellés peuvent être déterminants? Est-ce que ça peut être des sources, des mines d'informations? Évidemment, parce qu'à l'époque, ils ne prenaient aucune précaution, parce qu'en 1994, personne ne pouvait soupçonner l'existence de l'ADN, donc ils touchaient à tout. Ils pouvaient laisser leur fluide, ils pouvaient laisser des traces de contact extrêmement facilement. Donc en ressortant des scellés de vieilles affaires, on peut les comparer aujourd'hui avec celles de Pascal Lafolie. Merci beaucoup. Merci Marina Lally. Merci pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.